Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Il n'y a finalement qu'à l'école où il est interdit de copier sur son voisin. Tous les membres de l'Union européenne ont le regard tourné vers l'Albanie ce matin. Tirana va accueillir son premier bateau de migrants battant pavillon italien, le fruit d'un accord avec l'Italie qui délègue la prise en charge de leur détention en centre de rétention. Rome en assumera le coût en retour, 160 millions d'euros par an, un tournant dans la politique migratoire européenne. William Molinier. 10 migrants sont originaires du Bangladesh, 6 autres d'Égypte. Tous sont partis de Libye. Leurs embarcations ont été interceptées dans les eaux internationales dimanche dernier par les autorités italiennes. L'accord entre Rome et Tirana permet aux Italiens de retenir administrativement ces migrants à l'extérieur de leur territoire, précisément dans 2 centres situés au nord de l'Albanie, dont l'un est une ancienne base militaire. Le temps de traiter leur demande d'asile, les clandestins sont stationnés dans des préfabriqués de 12 mètres carrés, entourés de hauts murs et de caméras surveillées par la police. L'intérieur du camp, lui, est sous la responsabilité des Italiens. Les migrants pourront y rester jusqu'à 4 semaines. Ceux pour qui l'asile serait refusé intégreront des cellules avant un éventuel retour vers leur pays d'origine. Cette procédure ne s'applique pas pour les migrants considérés comme vulnérables par la loi italienne. Sont donc exclus du protocole les mineurs, les femmes, les personnes qui souffriraient de troubles mentaux, ainsi que les clandestins victimes de torture, de violences sexuelles ou de traite des êtres humains. William Molinier. Dispositif entièrement nouveau en Europe, défendu par la première ministre Giorgia Meloni elle-même devant le Parlement italien. L'Italie a donné le bon exemple avec la signature du protocole Italie-Albanie. Les 2 structures prévues par le protocole sont désormais prêtes et opérationnelles. C'est une voie nouvelle, courageuse, inédite, mais qui reflète parfaitement l'esprit européen et qui a toutes les conditions requises pour être empruntée également avec d'autres nations non membres de l'UE. La première ministre italienne Giorgia Meloni hier, discours devant le Parlement. Et dans le journal de 8h tout à l'heure, nous rejoindrons l'envoyé spécial d'Europe 1 en Albanie, Caroline Baudry, qui est juste devant les grilles de ce nouveau centre de rétention délocalisé. Nous partons maintenant au Proche-Orient. Nouvelle série de frappes cette nuit dans le quartier sud de Beyrouth. 2 frappes précédées d'un ordre d'évacuation de l'armée israélienne. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou opposé à ce stade à tout cessez-le-feu avec le Hezbollah libanais, mais sous pression de son principal allié. Washington lui demande de cesser ses bombardements sur Beyrouth et d'améliorer l'aide humanitaire sur Gaza, sous peine de lui couper une partie de son soutien militaire. Benjamin Netanyahou très remonté contre Emmanuel Macron sur les origines de la création de l'État d'Israël. Benjamin Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision des Nations Unies. Ces propos, le chef de l'État les aurait tenus en début de semaine lors d'un conseil des ministres. Emmanuel Macron inquiet et agacé de voir Israël faire peu de cas des décisions de l'ONU. La réponse au vitriol sous forme de leçon d'histoire n'a pas tardé. Frédéric Simon, correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv. 2 heures à peine après les révélations des propos tenus par Emmanuel Macron en Conseil des ministres, Benjamin Netanyahou a réagi hier soir en publiant un communiqué cinglant. Rappel au président français, ce n'est pas la décision de l'ONU qui a donné naissance à l'État d'Israël, affirme le Premier ministre israélien, mais la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance par des combattants héroïques dont de nombreux rescapés de la Shoah, y compris du régime de Vichy en France. Une formulation volontairement acerbe, sortie d'une référence au passé douloureux de l'histoire des Juifs de France, mais le principal argument de Netanyahou est une remise en cause du rôle qu'ont joué et que pourraient jouer les Nations Unies dans la résolution des conflits au Proche-Orient. Pour le chef du gouvernement israélien, l'ONU a pris au cours des dernières décennies plusieurs centaines de décisions antisémites contre Israël. Leur objectif était de nier le droit à l'existence du seul État juif. On constate les positions d'Emmanuel Macron et de Benjamin Netanyahou sur l'utilité et la légitimité des instances internationales sont de plus en plus irréconciliables. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1. Vous écoutez Europe 1 matin, il est 7h05. Retour en France, la politique, le grand baptême du feu. Ce mercredi, pour le gouvernement Barnier, le projet de budget 2025 arrive à l'Assemblée. Et le texte sera d'abord examiné, comme c'est de coutume, en commission des finances. Il s'est épaissi en cours de route. Plus de 1700 amendements intercalés, dont l'un concerne le gel des crédits de l'AME, l'aide médicale d'État. Le gouvernement toujours à la recherche de la moindre économie pour rester dans les clous budgétaires. Des comptes publics qui ont dérapé dans les grandes largeurs. La crise Covid, la guerre en Ukraine ne justifie pas tout. Hier, lors des questions au gouvernement, le Premier ministre Michel Barnier s'est dit lui aussi favorable à une commission d'enquête parlementaire sur le sujet. Ce qui est vrai, monsieur Ciotti, c'est que ensuite, on a mal maîtrisé la sortie de crise. Et la réalité est aujourd'hui celle-là. D'ailleurs, vous avez proposé récemment une commission d'enquête
qui devra déterminer les chiffres, les faits, la vérité, la dire aux Français. Mais moi, aussi longtemps que je serai à ce banc, comme le Premier ministre, le chef d'équipe d'un gouvernement, je m'en tiendrai aux faits, aux chiffres, et je dirai la vérité. La vérité, dit le Premier ministre Michel Barnier. Qui est responsable de cet empilement de dettes? C'est bien la question, Jacques Serret. Personne n'est responsable lorsque vous interrogez les figures du camp présidentiel. Le prédécesseur de Michel Barnier, Gabriel Attal, se démène en coulisses pour défendre son bilan. En 6 mois, l'essentiel des arbitrages pris à Matignon sous l'ère Attal étaient des arbitrages d'économie, insiste son entourage. Bref, ce ne serait pas de sa faute. Et certains de ses soutiens pointent du doigt Elisabeth Borne. Mais évidemment, l'ex-première ministre, elle aussi défend son bilan. Pour ses proches, elle n'a rien à se reprocher. Pour eux, s'il y a un fautif, ce pourrait être Bruno Le Maire. Mais l'ancien ministre de l'économie, lui aussi se défend. Il avait tiré la sonnette d'alarme et proposé des pistes d'économie, assure son entourage. Un petit théâtre qui agace du côté de l'Élysée. S'il n'était pas d'accord, il n'avait qu'à démissionner, s'emporte un conseiller du chef de l'État qui conclut par cette formule: ce comportement, ça va tous les abîmer. Le partage des responsabilités, à un moment, ça peut avoir du bon. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Et puis Kylian Mbappé contre-attaque après les accusations de la presse suédoise sur son implication présumée dans une affaire de viol. Le joueur va porter plainte pour dénonciation calomnieuse. C'est ce qu'annonce son avocate, maître Marie-Alix Canu-Bernard. Un Kylian Mbappé serein mais éberlué, dit-elle. Comme toujours dans ce type d'affaires, la prudence s'impose. Selon la presse suédoise, Kylian Mbappé serait directement visé par l'enquête ouverte pour viol et agression sexuelle. Information non confirmée par la justice suédoise, Cyril de la Morinerie. Oui, après Kylian Mbappé qui a évoqué sur les réseaux sociaux une fake news et ses proches qui ont dénoncé via un communiqué une nouvelle rumeur calomnieuse. C'est cette fois l'avocat du joueur qui s'exprime au cœur de cette tempête médiatique et judiciaire. Interrogé hier soir sur TF1, maître Marie-Alix Canu-Bernard ne sait pas si l'enquête pour viol vise l'attaquant du Real. En revanche, pour elle, les informations de certains journaux suédois sont totalement fausses, car Kylian Mbappé était toujours accompagné lors de ce voyage en Suède. Il n'est jamais seul. Il n'est jamais exposé à se retrouver dans une situation où il y aurait pour lui une prise de risque. Et l'avocat de Kylian Mbappé a pu s'entretenir avec son client hier après-midi et affirme que l'attaquant de 25 ans n'est pas perturbé par cette affaire. Il est particulièrement serein, mais en revanche, il est totalement éberlué de voir cette espèce d'emballement médiatique. Il ne comprend pas du tout ce qui peut lui être reproché de près ou de loin. L'avocat de Kylian Mbappé annonce le dépôt d'une plainte pour dénonciation calomnieuse. Cyril de la Morinerie. Merci Christophe Lamar, c'était votre journal. Il est 7h09 sur Europe 1, à suivre l'édito écho. En marge du budget, il y a un dossier qui anime la vie politique en ce moment, l'affaire Doliprane. Le fabricant de paracétamol passerait sous pavillon américain. Le ministre de l'économie Antoine Armand suggère une prise de participation au capital de l'entreprise pour éviter qu'elle passe dans le giron américain. L'affaire Doliprane, on en parle avec Olivier Babot dans 10 minutes.